Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur CCTV français pour cette nouvelle édition d'Afrique Info. Avant sa tournée officielle de 5 jours dans la région, le président chinois Xi Jinping s'est exprimé dans un long article à paraître dans le quotidien égyptien Al-Ahram. Le président chinois a rappelé qu'en 2014, au moment où la Chine et l'Égypte avaient décidé d'élever le niveau de leur relation d'amitié au rang de partenariat stratégique, les deux pays s'étaient engagés ensemble à accélérer leur développement. Xi Jinping a indiqué que les efforts étaient menés pour maintenir la paix régionale, promouvoir la coopération bilatérale tout en défendant la diversité de leur civilisation. Le président Xi a par ailleurs déclaré que la Chine et l'Égypte, dans le cadre de l'amitié avec les autres nations arabes, pouvaient ensemble construire un nouvel horizon afin de stimuler le rajeunissement national dans les deux patries. Et en Égypte, la visite du président chinois est perçue comme une chance de revitaliser l'économie. Cela fera bientôt 5 ans que les événements de la place Tahrir ont pris place. Depuis, le pays a traversé de nombreuses phases d'instabilité. L'économie s'en est trouvée profondément affectée et nombreux sont ceux qui espèrent que la Chine pourra contribuer à sa reprise. Le Caire est l'une des capitales les plus peuplées et les plus dynamiques d'Afrique. Mais les conditions de vie y sont devenues récemment de plus en plus difficiles. Cette détérioration a suivi celle de l'économie égyptienne qui tourne au ralenti depuis les 5 dernières années. Il y a aujourd'hui très peu de touristes au Caire et donc très peu de dollars dans les bazars de la ville. Dans la capitale, la sécurité est devenue une préoccupation de chaque instant. Dans certains quartiers, il est désormais interdit de filmer. Cela semble invraisemblable pour cette ville qui a tant d'histoire, de culture et de chefs-d'œuvre millénaires à partager. Le président Xi Jinping sera bientôt en visite dans un pays qui a été le témoin de changements dramatiques au cours des 5 dernières années. La population est enthousiaste à l'approche de sa venue et espère que la Chine pourra ramener l'Égypte sur la voie de la stabilité, de la prospérité et du développement. L'économie est en déclin et nous essayons d'y remédier, donc investir avec la Chine pourrait être une bonne idée. Je suis enthousiaste à l'idée de touristes chinois car lorsqu'ils voyagent, ils achètent beaucoup de marchandises. Les Égyptiens sont également des acheteurs potentiels et une coopération entre la Chine et l'Égypte dans les secteurs manufacturiers et industriels nous aiderait à améliorer la situation. La Chine est une grande puissance économique, ce qui est une bonne chose. En Égypte, nous essayons de grandir également, donc cette visite est une bonne chose. La Chine est une grande puissance mondiale et elle peut aider l'Égypte dans le domaine économique et dans d'autres secteurs également. Peu de signes de l'enthousiasme suscité par l'arrivée du président Xi en Égypte sont visibles dans les rues du Caire, mais sa venue a attiré l'attention d'une grande partie de la population qui espère que la Chine et l'Égypte pourront restaurer la stabilité dans le pays. Le président Xi a quant à lui prévu d'aborder un grand nombre de questions lors de sa visite. Des représentants médiatiques de la Chine et de plus de 10 États arabes se sont réunis dans la capitale égyptienne. Ils ont tenu de longues discussions sur la façon d'améliorer la connectivité, les stratégies et les politiques en matière de coopération entre leurs organisations. Reportage. Le dialogue est très important pour les médias arabes et cela pourrait améliorer davantage la connectivité et la coopération entre les organisations médiatiques chinoises et arabes. Je pense que la relation entre le monde arabe et la Chine, c'est une des relations les plus importantes et c'est aussi une relation très ancienne dans laquelle nous devons investir constamment. Un de ces éléments dont nous parlons aujourd'hui, la coopération médiatique, c'est un aspect très important. Les discussions ont produit un consensus sur le sujet et les séries télévisées sont un des domaines de coopération. Le directeur de Nile TV en Égypte, Madji Lachin, a confirmé que son réseau va diffuser une version arabe d'une série chinoise dans le cadre d'un programme d'échange. Nile TV va diffuser la version arabe d'une série chinoise mercredi. Il s'agit de notre première coopération avec la télévision chinoise. En plus de cela, nous allons rediffuser les téléséries chinoises comme La vie heureuse de Jin Tailang et Doudou et ses belles-mères. Cette année, c'est l'année culturelle Chine-Égypte et nous avons plusieurs autres projets de coopération qui s'en viennent. Vous allez voir encore plus de séries chinoises sur les ondes de Nile TV.
Le gouvernement malien a exhorté les rebelles menés par les Touaregs à appliquer l'accord de paix conclu sous l'égide des Nations Unies. Les deux parties ont pris part lundi aux pourparlers dans la capitale algérienne suite à un attentat terroriste perpétré au nord du Mali vendredi dernier qui a coûté la vie à 2 soldats. Ce dialogue est une étape déterminante dans les mécanismes de prévention des conflits armés en Afrique de l'Ouest. Le gouvernement malien et les rebelles ont signé l'accord de paix soutenu par l'ONU l'année dernière. Cependant, sa mise en œuvre a été bloquée car selon la coalition menée par les Touaregs, l'accord ne satisfait pas leurs demandes. Les confrontations entre les différents groupes maliens persistent et le terrorisme sévit encore. En novembre 2015, 20 personnes ont été tuées quand des assaillants ont lancé une attaque contre l'hôtel Radisson de Bamako. Un survivant de l'attaque perpétrée la semaine dernière dans un café de la capitale du Burkina Faso, Ouagadougou, nous raconte le calvaire qu'il a subi. Au moins 32 personnes sont mortes, dont 3 terroristes. L'attaque a été revendiquée par Al-Qaïda au Maghreb. On est resté là-bas jusqu'ils sont revenus deuxième fois pour achever les blessés. Dès qu'ils ont fini de tirer, ils ont mis le feu. Donc quand on était là-bas, il y a la chaleur qui montait sur nous. Il faisait tellement chaud. On a essayé d'ouvrir les robinets pour se mouiller. Ça ne va toujours pas. On a essayé, bon, mon ami m'a dit qu'on n'a qu'à essayer de trouver solution pour sortir parce qu'il y a du feu. Moi, j'ai passé par le comptoir du bar en bas, rampé. J'ai même passé sur une cadavre pour pouvoir engendrer la porte. Clément Diminuendo travaillait au Cappuccino Café, où l'attaque terroriste a eu lieu vendredi dernier. L'homme a survécu par miracle. Un des terroristes qui tirait sur les clients s'étant soudain retrouvé à court de munitions. Clément, ainsi que certains serveurs, se sont précipités dans les toilettes situées derrière le bar. Le Cappuccino Café était l'un des lieux de rencontre les plus en vue de Ouagadougou. L'endroit était connu notamment pour servir des plats typiquement occidentaux. La sécurité a été renforcée avec des centaines de soldats supplémentaires positionnés aux endroits stratégiques de la ville. Le Nigeria a décidé de ne pas réduire la production de pétrole malgré la baisse persistante des prix du brut. Les experts se sont prononcés contre cette mesure, à moins que l'OPEP ne s'en charge. Les experts expliquent que les pays membres de l'organisation doivent agir au plus vite pour faire face à la situation. Depuis plusieurs mois, le prix du pétrole est en chute libre à cause de la faiblesse de la demande. Mardi dernier, le prix du pétrole brut a atteint un record à la baisse en 12 ans. Le Nigeria est fortement touché. Avec une capacité de production de 2,5 millions de barils par jour, le Nigeria est le plus grand producteur d'Afrique et le 6e du monde. La demande a fortement baissé, mais les autorités refusent de baisser la production. L'expert en énergie Odion Omon Foman ne demande pas cette baisse, mais il pense qu'il est grand temps pour l'OPEP de faire face à la situation. La décision du Nigeria de ne pas baisser la production a été prise parce que les autres pays membres de l'OPEP ont également refusé de le faire. Et c'est à mon avis la bonne décision. Toutefois, les membres de l'OPEP doivent regarder la réalité en face. Un baril à $20, ce n'est bon pour personne. Et à un certain moment, ils devront décider ensemble de baisser la production pour faire remonter les prix. Malgré la baisse des prix dans le monde, l'essence est encore très chère à la pompe au Nigeria. Odion Omon Foman indique que c'est une occasion unique pour le Nigeria de se concentrer sur le développement et l'amélioration de ses capacités de raffinage. Vous allez me demander pourquoi les prix à la pompe sont toujours élevés. Eh bien, c'est très simple. Le Nigeria importe un grand nombre de produits du pétrole et ces importations se font en dollars. Or, nous n'avons pas de dollars. L'importation de produits raffinés du pétrole compte pour 35% de nos échanges avec l'étranger. Ce qui veut dire, c'est que si nous développons et améliorons nos capacités de raffinage, nous allons épargner beaucoup et nous pourrons tirer les bénéfices de la faiblesse des prix du pétrole en termes de prix à la pompe. Les producteurs pèsent les investissements, mais beaucoup disent que le Nigeria doit trouver de nouveaux canaux d'investissement dans le gaz en tant qu'alternative viable.
Le Soudan du Sud a débuté les négociations pour une réduction des taxes pour le transit de son pétrole avec son voisin du Nord, le Soudan. Cette décision a été prise suite à la forte chute du cours du pétrole ces derniers mois. Le Soudan du Sud possède du pétrole, mais c'est son voisin du Nord, le Soudan, qui possède les infrastructures servant à le transporter. Djouba paye donc Khartoum pour ce service. Auparavant, les deux pays ne faisaient qu'un. La négociation pour les taxes de transit a été l'un des aspects les plus délicats de la transition vers l'indépendance. Mais le cours du pétrole a depuis fortement baissé. Le pétrole représente 98% du budget du Soudan du Sud. Et en vue d'économiser de l'argent, il souhaite réduire les taxes sur son transport. La location des oléoducs a été faite sur la base d'un cours du pétrole élevé, au-dessus des 100 $ le baril. À présent, le prix du baril se situe autour des 30 $ ou moins, ce qui signifie que nous devrons négocier avec le Soudan afin de voir si, avec si peu d'argent, nous pourrons tous en bénéficier. Selon les experts, un accord est la clé pour les deux pays. Tant que le cours mondial restera bas, cela ne fera aucun sens pour nous d'exporter, car en exportant, nous payons des taxes qui sont trop élevées pour nous, que nous ne pouvons pas nous offrir. Cela revient à amener du pétrole sur le marché quasiment gratuitement. Les experts estiment également qu'il est largement temps pour le Soudan du Sud de se focaliser sur la construction de ses propres capacités de raffinage, plutôt que de compter uniquement sur des exportations de brut. Les raffineries du Soudan du Sud ont été détruites entre 2013 et 2015 au cours de la guerre civile qui a secoué le pays. Au Zimbabwe, le gouvernement a pris des mesures pour éviter une crise alimentaire imminente. Le Bureau national des acquisitions a autorisé le Bureau de gestion des céréales à importer de façon urgente 230 000 tonnes de maïs du voisin zambien. 30 000 tonnes seront fournies immédiatement pour faire face à la famine en raison de rapports alarmants indiquant qu'il ne restait que quelques semaines de réserve. Cela, selon des officiels, sera réglé en peu de temps. Au moins 1,5 million de Zimbabwéens ont reçu des suppléments alimentaires cette année, après que de faibles précipitations ont anéanti les récoltes dans la plupart des zones du pays suite à la sécheresse ayant touché la région sud l'année dernière. Il s'agit d'une bonne quantité initiale pour répondre aux besoins de la population durant une certaine période. Et les choses s'annoncent sombres pour 2016. Le Zimbabwe est confronté à une autre sécheresse en raison des effets du phénomène El Niño, le pire en 18 ans. L'année dernière, près de 150 millions de dollars ont été dépensés en importations alimentaires. Et davantage sera nécessaire cette année, avec une demande qui devrait mettre du stress et une pression supplémentaire sur les caisses de la nation. L'État, par le biais de son Bureau national des céréales, s'est chargé de la plus grande partie de ces acquisitions. Le Bureau national des céréales dispose d'un financement faible et n'est pas parvenu à payer les fermiers locaux pour leur livraison aux silos nationaux au cours des dernières années. Et ce sont ces insuffisances locales qui ont amené des acteurs privés à prendre part au processus. Et des meuniers privés font du lobbying auprès du ministère de l'Agriculture pour accorder davantage de licences d'importation et garantir ainsi la qualité des céréales, pas uniquement de Zambie, qui cette saison va aussi connaître un déficit, mais venant d'autres marchés plus éloignés comme l'Amérique du Sud. Historiquement, nous savons qu'une plus grande participation du secteur privé mène à des marchés plus efficaces. Il est irréaliste de penser qu'avec l'état de notre agriculture et les lois actuelles, nous serons capables de répondre à nos besoins. Le secteur privé peut intervenir d'une manière plus importante et garantir qu'il y a une quantité optimale de maïs. La demande annuelle en maïs du Zimbabwe est d'1,8 million de tonnes. Le gouvernement cherche à importer environ 700 000 tonnes pour éviter les pénuries cette année. Le premier incubateur de start-up du Malawi projette de former 5000 jeunes technopreneurs d'ici 2019. M-Hub encourage les générations futures à développer leurs propres solutions pour leur communauté. Damanda Bios, de 19 ans, vient d'être diplômée du Lilongwe Technical College et elle est à l'origine d'une application mobile qui a gagné un prix. Welcome to MobiBank. The fact that banks close at 3 o'clock here is just... Les banques ferment à 15 heures ici, ce n'est pas pratique si vous avez réellement besoin d'argent. Donc je me suis dit qu'en créant cette application, j'allais aider à réduire le nombre de gens dans les banques. J'aimerais vraiment voir tout le monde l'utiliser. Quand vous y pensez, c'est vraiment époustouflant. Vous n'avez plus besoin d'aller à la banque.
Damanda fait partie des technopreneurs formés par MRAB, le premier incubateur de start-up du Malawi. Avec le soutien de Google, la société offre un espace pour que les startups se développent ainsi qu'une formation en informatique comme l'apprentissage du code. La directrice générale Rachel Seaband pense que MRAB peut compter sur la richesse du potentiel entrepreneurial. Je pense que nous avons des jeunes qui sont vraiment doués et pour ceux qui n'ont pas ce talent, ils ont vraiment envie d'apprendre et d'améliorer leurs compétences techniques comme la création de sites internet ou d'applications mobiles. D'un autre côté, nous avons aussi des jeunes qui sont dans l'univers technologique. Ils font des sites et des applications, mais ils n'ont pas le savoir pour faire de l'entrepreneuriat. Et donc, nous sommes ici pour les aider, pour qu'ils puissent utiliser leurs compétences et traduire cela en argent en devenant entrepreneurs. MRAB souhaite aussi accroître la participation des femmes à ces efforts destinés à créer une génération douée pour la technologie. Il y a peu de femmes dans le secteur des technologies. La majorité d'entre elles sont juste des consommatrices de technologie. Elles utilisent les logiciels Microsoft, elles utilisent Facebook, mais elles ne savent pas comment cela est créé. Et nous pensons que si nous amenons plus de femmes et les formons sur la façon de créer la technologie, nous augmenterons alors le nombre de participants. Cela aide les jeunes femmes comme Damanda qui ont de grands rêves. Mon rêve ultime serait peut-être d'être le prochain Bill Gates ou Jobs. Au Sénégal, la transformation du poisson est devenue une activité génératrice de revenus pour de nombreuses femmes. Il s'agit d'un moyen de combattre la pauvreté ainsi que d'un facteur de développement économique. La transformation artisanale des produits issus de la pêche est dominée à 90% par les femmes sénégalaises. Plus de 40% de la production est transformée. Au nombre d'environ 7000, ces femmes travaillent dans ce champ des zones côtières. À Joal, à 100 km de la capitale Dakar, les femmes sont occupées près des fours à fumage. D'ailleurs, le fumage du poisson est la principale activité d'export dans cette région. Organisées en groupe, chaque femme en emploie en moyenne 5 autres, les rendant ainsi financièrement indépendantes. J'ai commencé le fumage du poisson pour aider ma famille. J'achète du poisson frais, je le fume et je le vends à mes clients qui sont principalement les Burkinabés. Ils viennent ici pour acheter puis le revendent chez eux. Les affaires vont bien et j'arrive à joindre les deux bouts en fin de mois. C'est mieux que de rester chez soi à ne rien faire. Nous avons des Burkinaises, des Guinéennes, des Ivoiriennes et même des partenaires sénégalaises qui sont intéressés par notre activité. Aujourd'hui, grâce à ces partenaires, le prix du poisson fumé est d'environ 900 francs CFA, soit environ 1,44 $ par kilo, ce qui était impensable avant. Désormais, nous sommes même confrontés à une pénurie de poissons. Et nous devons reconnaître que cette explosion a permis à toutes les femmes de notre plateforme d'être autonomes car chacune dispose de son propre four pour fumer son poisson. Et il existe de nombreuses techniques de transformation. Il faut utiliser le salage, le séchage, le fumage et la fermentation. Et le principal poisson utilisé est la sardine. Les produits transformés sont principalement utilisés sur les marchés régionaux, à l'export, ainsi que pour la consommation locale. Grâce à leur savoir-faire, leur innovation et leur organisation, ces femmes fumeuses de poissons de Joal sont capables d'attirer les opérateurs économiques de la sous-région. Avant, j'avais l'habitude de transporter au moins 600 boîtes, mais désormais, c'est entre 600 et 800. Une fois que j'arrive au Burkina Faso, je les revends dans différents pays tels que le Togo, le Bénin et la Côte d'Ivoire. Et pour aider ces femmes fumeuses de poissons à sortir de la pauvreté et la précarité, le ministère des Femmes et des Enfants a mis en place un programme de soutien par le biais de fonds d'investissement. Au Sénégal, on a fini de comprendre que le travail de la femme est effectivement un indicateur de développement économique. Ces femmes de Joal qui travaillent dans la transformation de produits halieutiques, c'est des dames, de braves dames, qui n'ont pas attendu tout le temps le soutien de l'État pour s'impliquer dans le développement économique de leur localité. C'est effectivement des dames que le ministère de la Femme encadre à travers plusieurs projets, ces programmes, comme par exemple le programme intégré de développement économique et social,
comme également le Centre national d'assistance à la femme, comme également le PALAM, le programme... Il y a également des femmes qui pratiquent le fumage de poisson dans d'autres régions du Sénégal, telles que Saint-Louis, Ziguinchor, Dakar, Mbour et Rufisque. Mais le contact avec le sel et la fumée provoque des problèmes de santé et de sécurité. Pour résoudre cela, le gouvernement a promis d'assister ces femmes par le biais d'équipements appropriés qui permettront de les protéger. En Afrique du Sud, l'art du fil de fer revêt une dimension différente. Grâce à l'aide de composants et circuits électroniques bon marché, un groupe d'artistes a réussi à créer une collection entière de fils de fer qui marchent et qui chantent. Ils volent, nagent et rampent même. Ces produits artisanaux sortent vraiment de l'ordinaire. Fabriqués avec des composants électroniques et mécaniques, ils se transforment en œuvres d'art. Ce projet est une idée de Raf Borlan, artiste et chercheur local, qui a collaboré avec des talentueux artistes de fil de fer zimbabwéens afin de donner vie à ce tressage tridimensionnel. Robot africain est un projet qui combine électronique et mécanique avec bricolage urbain. Cela en utilisant principalement des fils de fer, un composant que les Sud-Africains et Zimbabwéens utilisent pour fabriquer des objets et les vendre ensuite dans la rue ou dans les boutiques. Ces objets sont généralement statiques et j'ai pensé que cela serait génial d'incorporer l'électronique et la mécanique pour les faire bouger. Le projet se focalise particulièrement sur le tressage de fils de fer en utilisant des matériaux peu coûteux comme des clôtures et à partir de composants de base, ils ont réussi à créer une collection de sculptures interactives. Ils sont exposés à Muti, galerie d'art à Cape Town. De plus, les artistes se sont inspirés de thèmes locaux. Nous nous focalisons essentiellement sur les animaux africains tels que les oiseaux. Par exemple, les tourneaux à ailes rouges et noires de Cape Town, qui, comme les corbeaux, sont une espèce d'oiseau très intelligente. On a pensé que cela pourrait faire un bon thème. Il existe bel et bien une histoire de création jouets mécaniques en forme d'oiseau. Les artistes du fil de fer zimbabwéens se sont forgés une solide réputation pour leur savoir-faire. Toutefois, l'intégration de l'électronique à leur artisanat était un nouveau concept pour eux. C'est une nouvelle forme d'art dans le sens que je dois maintenant fabriquer des circuits électroniques au lieu d'en acheter et en faire des œuvres d'art. Travailler sur ce projet m'a vraiment aidé dans la vie, parce que je ne savais pas comment assembler des composants, fabriquer un circuit ou même juste souder. En gros, tout ce qui est en rapport avec l'électronique. Travailler sur ce projet m'a vraiment aidé. Pour le moment, contrairement à l'abondance de talents qui m'entourent, mon incapacité à apporter de la vie à mon art, Spaceship, signifie que je devrais probablement continuer mon travail normal. Afrique Info est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi sur notre chaîne. Bonne suite de programme à toutes et à tous sur CCTV Français.